On va s'intéresser à Emmanuel Macron qui a débarqué de son TGV à Strasbourg tout à l'heure. Il y avait déjà de la foule sur le quai de gare et il est en meeting ce soir. Le possible futur candidat à la présidentielle doit livrer son diagnostic de la situation en France. Alors Macron a-t-il un programme? On va se poser la question et apporter des réponses dans un instant. Écoutez tout d'abord la première réaction à Strasbourg de l'ancien ministre de l'économie qui tacle Manuel Valls. Pour ce qui est du Premier ministre, il a redit des commentaires qui étaient connus. Je parle aux gens et je les écoute. Je ne crois pas que ça s'appelle du populisme, ça s'appelle la démocratie. Et je porte une vision de la laïcité qui, je crois, est celle d'Aristide Briand, qui est celle de 1905, qui n'est pas le laïcisme dans lequel trop souvent beaucoup de responsables politiques s'enferment. La laïcité, c'est une liberté. Elle est exigeante, elle doit être respectée, mais ça n'est pas un principe de fermeture et d'interdiction. Ce sont ceux-là qui construisent des corporatismes dans notre pays, qui construisent des communautarismes et qui font le contraire de ce pourquoi ils se battent. Voilà Emmanuel Macron qui règle ses comptes au passage avec Manuel Valls, on va y revenir. Alors a-t-il un programme? Parce que certes il a démissionné, certes semble-t-il il se prépare à être candidat à la présidentielle, mais a-t-il un programme? C'est la question qu'on pose ce soir, notamment aux jeunes qui sont avec Macron et à Pierre Persson, cofondateur et président des Jeunes avec Macron. Bonsoir, merci d'être là, vous auriez pu être à Strasbourg ce soir pour ce premier meeting. Votre champion va livrer son premier diagnostic, vous allez me dire ce que ça veut dire. Sophie Dravinel, bonsoir. Vous êtes grand reporter politique au Figaro, et puis Apolline de Malherbe, l'éditorialiste politique de BFM TV. Alors, on s'attend à quoi ce soir? Il faut s'attendre à quoi? Ça va être une première partie du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a écouté les Français pendant 3 mois à la Grande Marche. 100 000 questionnaires sont remontés du terrain. Et puis aujourd'hui, on a concaténé, assemblé tout ça pour à la fois analyser ce que souhaitaient les Français, assembler ça avec un regard d'expert. Et puis là, on entame cette phase de rendu qui précédera le plan de transformation qu'Emmanuel Macron va annoncer au mois de novembre. Alors, le meeting se tient dans 10 minutes au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Il y a 700 partisans du fondateur d'En Marche attendus. On a quelques indiscrétions sur ce qu'il pourrait dire? On a quelques indiscrétions. On a des indiscrétions, mais vous allez voir, tout ça reste très général. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il y va quand même à petits pas. Certes, il est en marche, mais enfin, c'était très progressif. Il va pas faire comme Bruno Le Maire, qui nous a donné un classeur avec 1000 pages, 1000 propositions, des fiches Bristol, des intercalaires de toutes les couleurs. Non, c'est absolument pas l'idée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va révéler la plupart de ses grandes pistes sur les questions des institutions. À chaque meeting, il y aura un thème. Et sur les institutions, c'est principalement ce qu'il a déjà commencé à évoquer, c'est-à-dire donner davantage de pouvoir aussi aux citoyens, pouvoir avoir des élus qui auraient un programme plus divers, un profil plus divers, pouvoir passer plus facilement du privé au public, avoir des élus qui soient aussi beaucoup plus sous le feu du jugement à la fois des députés, mais aussi des citoyens qui auraient des jurys populaires. Alors là, c'était une idée déjà évoquée par Ségolène Royal, c'est pas franchement nouveau, mais ce qu'on sent bien, c'est qu'en tout cas, il veut décortiquer en quelque sorte le statut de l'élu qui serait loin du peuple. Alors évidemment, venant d'Emmanuel Macron, qui lui-même, pour l'instant, en tout cas, n'a jamais été élu et n'a pas du tout suivi cette voie-là, c'est tout le paradoxe auquel il va devoir répondre. Donc un tout début de programme, mais ce n'est que le début. Tout début. En tout cas, la bagarre a commencé. On a entendu Macron sur le quai de gare régler ses comptes, continuer à régler ses comptes avec Manuel Valls. Je rappelle les différents épisodes. Emmanuel Macron avait parlé de laïcité revancharde visant visiblement le Premier ministre, en tout cas, qui a pris cette attaque pour lui et qui a traité Emmanuel Macron de populiste light. Et là, donc, Emmanuel Macron dit « Je ne crois pas que ça s'appelle du populisme, ça s'appelle la démocratie ». La bagarre a commencé quand même. Hein. Oui, elle a commencé. Elle avait commencé déjà depuis quelques mois en souterrain avant que Emmanuel Macron ne sorte du bois et ne prépare sa candidature beaucoup plus concrètement. Et là, les choses sont devenues très tendues, d'autant que les sondages viennent renforcer un peu la dynamique d'Emmanuel Macron. Et on voit cette inquiétude qui monte chez Manuel Valls, parce qu'il se pose en recours, mais aussi chez les proches de François Hollande. On était quelques-uns aujourd'hui à rencontrer un ministre proche de François Hollande qui nous disait, qui cherchait à minimiser, mais très fortement l'affaire, en nous disant, en fait, il refait du Ségolène Royal, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même parti, pas la même assise politique, pas les mêmes, pas la même expérience. Et ils étaient très dans une attitude très très décomplexée de vouloir vraiment considérer Emmanuel Macron comme une quantité négligeable. Mais ça veut dire que donc pour François Hollande et Emmanuel Valls, maintenant Emmanuel Macron est un ennemi politique. Ah oui, clairement. Pour moi, c'est devenu vraiment Sauf que on est sorti de l'ambiguïté. À un moment donné, on nous expliquait que Macron c'est peut-être le poisson pilote de François Hollande, qu'à un moment donné il va se rallier à François Hollande. C'est terminé ça. Il y en a encore quelques-uns.
quelques-uns, comme par exemple Jean-Marie Cambacérès, qui avait participé à la construction de la campagne de Hollande en 2012, et chez qui, voilà, il y a des rêves encore de construire des ponts. Mais... Pierre Persson, pourquoi il n'est pas candidat là? Pourquoi il n'annonce pas sa candidature ce soir? Parce qu'on respecte une méthode. Alors, elle peut peut-être perturber, mais elle est un peu novatrice, contrairement à ce que peuvent dire certains proches de François Hollande. La méthode, Vous n'êtes pas inspiré par Ségolène Royal? Je pense que Ségolène Royal, elle a incarné certaines choses et peut-être que Emmanuel Macron reprendra aussi de ce qu'elle a apporté. Mais la méthode, c'est d'avoir écouté, ensuite de proposer et après on verra si on incarnera. Aujourd'hui, ça fait 20, 30 ans qu'on n'écoute plus les Français et ce qu'a souhaité mettre Emmanuel Macron au centre du débat public, c'est le desiderata des Français. Et donc il ne va pas bousculer son agenda pour mettre en place une candidature alors même qu'il n'a pas encore annoncé ses idées. D'accord. Ebéline de Malherbe, ça dit, peut pas lasser, ça, cette façon de faire? Alors, je pense qu'il fait évidemment le pari inverse. Et en réalité, si on regarde toutes les campagnes actuelles ou passées, le programme, est-ce que véritablement c'est ça qui est décisif? Ah bon? Est-ce que le pari de Bruno Le Maire, de se dire, moi, je vais montrer que je fais 1000 pages, que j'ai un programme ultra détaillé, ça marche? Mais de fait. Est-ce que François Hollande, quand il avait fait ses 100 premiers jours, ses 60 propositions, au final, c'est plutôt devenu un handicap? Oui, mais de temps en temps, on rappelle à François Hollande qu'il a bien pas sûr. appliqué C'est telle pour ou ça que telle je dis que c'est plutôt un proposition. handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui rappelle et on lui dit, voilà le mode d'emploi que vous nous aviez promis. Et franchement, il y a un énorme décalage avec la réalité. Oui, Et du coup, au fond, Emmanuel Macron... Mais qui est Macron? Pour alors, l'instant, s'il dit pas ce qu'il veut toute faire. la question c'est la durée, mais pour l'instant en tout cas, chacun peut projeter en Macron ce qu'il a. D'accord, mais on sait pas trop Et qui est c'est le Macron. danger. Et c'est le danger. Macron, il est de gauche, il est de droite, il est libéral, il est C'est souverainiste. le danger parce que évidemment sans aspérité, il rassemble. Et le problème, c'est qu'il va les parts de gâteau qu'il a vont se réduire parce que forcément, au fil de ses meetings, il va aborder des sujets Il va clivants. sortir l'ambiguïté. Voilà. Il est obligé. Après, évidemment, lui, il fait le pari de la confiance. Il dit, faites-moi confiance, et c'est ça qui compte. Et voilà, il veut enclencher une espèce de dynamique, comme d'autres avaient essayé à d'autres époques. Mais de fait, ça risque de... Il promet, en tout cas, de casser le système. Mais si on regarde au plus près, c'est à peu près ce que disent tous les candidats aujourd'hui, de Marine Le Pen à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, ils disent tous qu'ils vont renverser la table. Ils disent tous aussi une autre chose, c'est qu'ils disent qu'ils feront eux après ce qu'ils ont dit avant, contrairement à tous leurs prédécesseurs. Alors, Enfin, ils le disent absolument tous. Et Emmanuel Macron, il a simplement cette espèce de pseudo-virginité. Je dis pseudo parce qu'en réalité, il est quand même au plus près de François Hollande depuis le début du quinquennat, et je dirais même avant, puisqu'il a été très près de François Hollande déjà pendant la campagne, et qu'il a ensuite été quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc le programme de François Hollande, ça a été largement... Tout à fait. Sa chance, c'est d'être en dehors c'est d'être dans un moment politique qui peut le porter. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est sa chance, mais en tout cas, la méthode, c'est qu'il refuse les programmes. Ça fait aussi 20-30 ans que les personnes politiques, le personnel politique arrive avec un programme et se fait élire sur ce programme. Mais qu'est-ce qu'on voit in fine? C'est que ce programme n'est pas respecté. On peut le respecter aussi. Oui, on peut le respecter. Mais l'idée d'avoir du vide comme programme... mais le problème, c'est la façon dont c'est fait. Donc, ce sont c'est amené. Et il y a beaucoup de démagogie aussi parfois dans le programme. On s'adresse à une partie de la population très ciblée. C'est ce que refuse Emmanuel Macron. Il va essayer de construire une matrice d'avoir une vision globale de la France. Oui, mais pour donner du sens un peu. Tout à fait. Mais pour revenir à ce qu'il a déjà fait, je veux dire, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est dans la vie politique. Et nous, par exemple, en tant que jeunes, on a concaténé l'ensemble de ce qu'il a dit et on va sortir une plateforme sur le sujet au mois de novembre. Et on voit bien qu'on a travaillé sur tous ces discours, toutes ces interventions. C'est le seul aujourd'hui sur lequel on peut se dire, bon voilà, il y a une constance, il y a un programme, il y a une idéologie, il y a une matrice. Il y a une idéologie qui est certes celle du libéralisme. Et on a commencé à le voir, on évoquait tout à l'heure la passe d'armes qu'il y a eu avec Manuel Valls. Elle était sur une question précise, qui est la question de la laïcité, du rapport à l'islam et du vivre ensemble, qui sont des questions sur lesquelles Emmanuel Macron, jusqu'à présent, s'était peu exprimé. Et on a pu sentir à ce moment-là... Il a dénoncé une laïcité revancharde. Il estime que ça n'est pas être extrémiste que d'estimer parfois que la charia serait plus importante que les lois de la République. Non, pour lui, ce ne sont pas des musulmans extrémistes. Il dit chacun peut avoir sa propre pensée. Il relativise beaucoup et c'est un libéralisme typiquement à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est le mode de société et de vivre ensemble qu'il y a en Angleterre et qu'il y a aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron, il a une forme de programme, c'est-à-dire être un libéral total, ce que jusqu'à présent très peu d'hommes politiques. Et encore sur les questions de société, Dominique Strauss-Kahn, il s'exprimait très peu. Ouais. Une dernière question, on peut être
président de la République sans parti? Moi, ce serait vraiment une révolution. Il y aurait vraiment un dans la changement. Ve République, Oui, il y a eu Giscard peut-être, et qui avait un petit parti, mais qui n'était pas majoritaire. Oui, mais il était appuyé sur quelque chose. Là, vraiment, à moins qu'il y ait une explosion du PS avant la présidentielle, ce qui n'est pas exclu, et qu'à ce moment-là, les cartes soient rejouées, parce que tant que François Hollande n'a pas dit qu'il se déclarait, tout est encore possible. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais sans parti... Après, pourquoi pas, s'il veut mener une forme de révolution. Il y a un grand mouvement citoyen quand même qui soutient Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas un parti. Non, bien entendu, mais ça n'est pas les structures d'un parti. C'est la force de la société civile qui, à mon avis, accompagnera Emmanuel Macron dans sa démarche. Eh bien, c'est dit. Merci, jeune, avec Macron, Pierre Persson. Merci, mesdames.